connecté ici sur Université Libre de l'Afrique des Libertés. Sur toi, connecté ici sur Afrique des Libertés TOC. Sur toi, connecté ici sur Franklin Nyamsiwa Cameroun, l'Afrique des Libertés. Je compte sur toi, connecté ici sur Facebook. D'abord pour partager, de deux, pour argumenter, et de trois, pour reprendre cela par vous-même. Utilisez tous les langages dont vous êtes les maîtres afin de l'expliquer. Parce que c'est ce mouvement-là, c'est cette entrée de la vérité dans les entrailles du peuple africain qui va rendre ce peuple irréductible et qui va empêcher le projet de recolonisation qui est en cours et qui est hautement réfléchi et pensé par les officines de l'OTAN avec leurs alliés du Moyen-Orient, comme je l'ai montré dans mon maître ouvrage, L'impérial terrorisme, preuves irréfutables de l'agression impérialiste et néocolonialiste, et bien des puissances de l'OTAN et de leurs alliés moyen-orientaux contre l'Afrique. Sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier sujet de la présente intervention. Quel est le premier sujet? Je vais vous expliquer comment le FMI et la Banque mondiale assassinent économiquement les pays africains. Il faut que vous compreniez cela et que vous l'expliquiez aussi. Qui n'a pas partagé là? Qui regarde et n'a pas partagé? C'est pas sérieux. On n'a pas encore un taux de partage suffisant. Qu'est-ce qu'il y a là? Qui dort en classe? Attendez que je prenne ma casquette de docteur des feux. Docteur des feux. Docteur des feux. Le docteur des feux. Ce sont les Africains qui m'ont offert cette casquette. Je ne l'ai pas fabriquée moi-même. Dr. Proof, na my name. Maman Ligwe, oh, Ligwe. Partagez l'émission, dis donc. Gengen. Maman Ligwe, gengen. Nip money long, bagwe, gengen. Ache pour long, bagwe, gengen. Africaines, Africains, le FMI et la Banque mondiale assassinent économiquement les peuples africains depuis plusieurs décennies. Je vais vous expliquer pourquoi et comment. Commençons par pourquoi. Le FMI et la Banque mondiale sont des organisations financières internationales occidentales qui ont été créées à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Elles ont été créées pour répondre au problème fondamental de l'Occident. L'Occident a un problème fondamental. C'est que l'Occident est économiquement pauvre en ressources naturelles stratégiques. Dans le sous-sol d'Occident, il n'y a pas d'or. Il n'y a pas de pétrole. Il n'y a pas de manganèse. Il n'y a pas de lithium. Il n'y a pas d'uranium. Il n'y a pas de gaz. Il n'y a pas dans le sous-sol de l'Occident, eh bien, de diamants. Les plus grandes richesses stratégiques qu'il y ait sur la Terre manquent à l'Occident. La psychologie, la mentalité de l'occidental est donc dominée par la peur de manquer. Ce que j'ai appelé l'angoisse existentielle de la rareté, l'angoisse du manque. Voilà pourquoi l'occidental a développé des stratégies d'anticipation. Conforme à la théorie de la fable de La Fontaine, dans La cigale et la fourmi, l'Occident politique est plutôt fourmi, au sens où il passe une bonne partie de son temps à planifier des stratégies pour compenser ses manques, c'est-à-dire à résoudre par anticipation les crises de rareté qui vont le frapper. Par exemple, regardons le cycle du pétrole.
Tous les pays occidentaux stockent du pétrole en avance pour pouvoir tenir pratiquement 5 à 7 ans en cas d'arrêt de la production de pétrole sur la Terre. Tous les grands pays occidentaux constituent en permanence de gros stocks d'or afin de pouvoir anticiper sur des crises financières, des crises monétaires. Si les billets de banque venaient à perdre leur valeur, ces pays, avec les réserves d'or qu'ils se constituent, se donnent les moyens de pouvoir rebondir en utilisant l'or comme unité, refuge de la monnaie. Ces pays ont développé l'épargne à un niveau pas possible. Ils ont développé la prévision, l'anticipation. Ils ont développé un domaine particulier de la connaissance qui s'appelle la prospective, c'est-à-dire la compréhension anticipée de l'évolution des phénomènes naturels, sociaux, économiques et politiques. Compréhension qui leur permet d'élaborer des programmes, des projets et de penser déjà à ce qui va se passer en 2050, en 2060, en 2100, pendant même que nous sommes en 2026. Et que la plupart des pays africains et des peuples africains sont dans une planification à très court ou, quand c'est extraordinaire, à moyen terme. Les pays occidentaux sont installés depuis pratiquement 600 ans dans la planification de long terme. Cet esprit de planification a été bien exprimé par l'un des plus grands penseurs de la science occidentale, à savoir le philosophe français Auguste Comte, auteur de la doctrine positiviste. On lui pose la question de savoir à quoi sert la science. Et Auguste Comte donne la réponse suivante. La science, elle sert à savoir pour prévoir et elle sert à prévoir pour agir. Savoir pour prévoir et prévoir pour agir. Donc même la recherche scientifique telle qu'elle est pensée dans tous les grands pays occidentaux a pour but de répondre aux soucis fondamentaux de l'occidental, à savoir le manque. Le manque d'argent, le manque d'or, le manque d'aluminium. Je vous rappelle que l'argent est une matière première. Le manque de cuivre, le manque de diamants, le manque de pétrole, le manque de gaz, le manque de café, le manque de cacao, le manque de bananes, le manque d'orange. Toute la science a pour vocation de prévoir ces manques-là et d'y répondre. Alors, à travers l'histoire, comment l'homme a-t-il fait face au manque? D'abord, l'homme a fait face au manque par la recherche d'un objet immédiat à portée de main qui puisse le satisfaire. Quand un homme a faim, par exemple, et qu'il y a des arbres fruitiers devant lui, il n'hésite pas, s'il n'est pas trop menacé par un propriétaire nerveux, à cueillir un fruit pour le manger. Donc le premier réflexe de l'homme, il le partage avec tous les animaux, c'est que quand il est en manque et que l'objet est à portée de main, il le prend. Et il va le consommer pour combler ce manque. Mais ce réflexe est un réflexe animal. En tant que l'homme est doué de conscience, c'est-à-dire qu'il a conscience de l'existence du passé, du présent et du futur, il tire des leçons de ses expériences passées. Voilà pourquoi l'homme est l'animal qui possède des greniers, qui possède des lieux où il réserve des choses afin de répondre à son manque quand ce manque se resignale. Voilà comment, quelque part, est née l'économie, c'est-à-dire une activité consistant en la production, en la distribution et en la consommation des biens et services. Et un élément très important de l'économie, c'est tout naturellement la prospective économique. C'est la prospective économique qui a généré dans l'esprit des Occidentaux l'idée de réduire tous les Noirs de la terre au statut d'esclaves, afin que ceux-ci travaillent pour eux et produisent des biens et services que eux ils vont consommer. C'est la prospective économique qui a amené les Occidentaux à explorer à travers des missionnaires, des marchands, puis par la suite des militaires, tous les continents, afin de soumettre les peuples à la colonisation et ainsi exploiter les peuples sur leur propre terre et ramener dans leur métropole toutes les richesses produites par les peuples esclavagisés chez eux. Car la colonisation, c'est l'esclavage,
pratiquée contre un peuple sur son propre territoire et contre lui. Ce sont ces mêmes angoisses fondamentales de l'occidental qui expliquent la persistance de l'impérialisme. Regardez par exemple le comportement du président Donald Trump envers le Venezuela. Donald Trump est un président qui a l'inconvénient d'être grossier, mais c'est en même temps par là qu'il est utile à l'histoire contemporaine. Parce que lui, il révèle d'une manière extrêmement claire les vraies motivations politiques de la classe politique occidentale. Il attaque le Venezuela, il kidnappe le président du Venezuela et il arrache 50 millions de litres de pétrole aux Vénézuéliens. Et il dit désormais le pétrole du Venezuela nous appartient. Mais c'est exactement ce qu'ils ont fait pour organiser la traite négrière. C'est exactement ce qu'ils ont fait pour les colonisations françaises, portugaises, italiennes, espagnoles, allemandes, britanniques, les colonisations américaines perpétrées par les Européens. C'était le principe. Par la force, on s'arroge non seulement les richesses des gens, on s'arroge leur corps, on s'arroge leurs âmes par l'assimilation culturelle et on détruit leur culture pour les présenter comme des sauvages et pour essayer de justifier la barbarie perpétrée contre eux derrière la doctrine de la mission civilisatrice. Donc il faut que vous compreniez que ces 600 dernières années, l'Occident a procédé essentiellement, je dis bien essentiellement, accessoirement, il a procédé autrement, mais l'Occident politique a procédé essentiellement par la violence, par la ruse et par le mensonge pour remplir ses greniers. C'est cette violence, cette ruse et ce mensonge qui se sont exprimés à travers les grandes tragédies de la traite des Noirs, qui a été coulée dans le marbre de la loi, par exemple en France, à travers le Code noir de Colbert, qui n'a même pas encore été aboli cette année, 2026. Donc ils ont utilisé la violence, violence négrière, violence coloniale, violence néocoloniale, violence impérialiste, comme vous le voyez dans le comportement des États-Unis contre l'Iran. L'Iran est en Iran, les dirigeants iraniens sont en Iran, ils ne sont pas aux États-Unis. Donald Trump envoie toute une armada encercler l'Iran et menacer l'Iran. Dire à l'Iran, si vous ne négociez pas, c'est-à-dire si vous ne donnez pas votre pétrole, nous allons vous bombarder. C'est exactement le message qu'il a tenu envers le Venezuela. Mais en fait, c'est ce message que l'Occident tient au monde entier depuis 600 ans. Si vous ne faites pas notre volonté, nous allons vous braquer, nous allons vous tuer, nous allons vous déporter, nous allons vous exterminer, nous allons vous assimiler, nous allons vous écraser si vous ne faites pas notre volonté. L'expansion négrière, l'expansion coloniale, l'expansion néocolonialiste et l'expansion impérialiste sont en réalité un régime de la violence barbare pure. Donc c'est pour régler son problème fondamental que l'Occident a inventé la traite négrière, a inventé la colonisation. Je ne dirais pas complètement inventé parce qu'il y a eu des colonisations avant les colonisations occidentales, mais la colonisation sous la forme que nous connaissons aujourd'hui est une invention occidentale. C'est une idée occidentale. D'autant plus que cette colonisation s'est accompagnée de justifications intellectuelles, justifications religieuses, de toutes sortes. Toute cette notion de mission civilisatrice est une catégorie théologico-politique. Bon. Donc il y a eu la force. Il y a eu donc cette violence qui, depuis 600 ans, s'abat sur le monde. Et dont l'attaque du Venezuela, le génocide du peuple palestinien, l'attaque en préparation contre l'Iran, toutes les guerres que nous avons connues, prenons seulement au XXe siècle ou en ce XXIe siècle, tout cela est la mise en œuvre de cette barbarie de l'Occident. Monsieur Sarkozy, vous êtes là? Venez nous rappeler quelle est la région la plus criminelle de l'histoire de l'humanité. Il faut qu'on donne la parole à un barbare, afin que nous mangions, selon le proverbe africain, notre piment dans sa propre bouche. Monsieur Sarkozy, quel est le continent le plus barbare, le plus sauvage de l'histoire de l'humanité? Sarkozy. Sarkozy lui-même, assassin de Muammar Kadhafi, eh bien, va nous dire quel est le continent le plus sauvage et le plus barbare de l'espèce humaine connue. Alors, allons-y, monsieur Sarkozy, faites vite. J'ai pas le temps.
Je vais vous dire une chose. Oui, allez-y. L'Europe, Oui. de tous les continents du monde, Très bien. est le continent le plus brutal, Oui. où il y a eu les guerres les plus sauvages. Très bien. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie. Très bien. C'est l'Europe. Très bien. Et je vais vous dire autre chose. Ouais. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. Même au Moyen-Âge, c'était le cas. Il n'a pas bien fait ses cours d'histoire. Sarkozy était nul à l'école. Hein. Il a eu beaucoup de mal à avoir le bac. Donc, en fait, ses carences en histoire ne nous étonnent pas. C'était un mauvais élève. Mais là, il y a quand même un aveu important. Hein? Il y a un aveu important. Sarkozy, l'un des plus grands barbares à la tête de la France, hein, l'assassin de Kadhafi, le voleur de dizaines de millions de dollars libyens, hein, le repris de justice, hein, le premier président de la République française à aller en prison au XXIe siècle. Bref, en fait, le recordman du néant, Nicolas Sarkozy de Nagui Boksha, nous dit, il reconnaît qu'il est un barbare et que la barbarie politique, c'est la marque déposée dans l'histoire de l'humanité de l'Europe. C'est important que ça vienne de Sarkozy, c'est-à-dire d'un barbare. C'est une véritable confession ce jour-là devant des parlementaires. Bon. Mais, comme vous le savez très bien, la violence ne suffit pas. Vous ne pouvez pas en permanence maintenir votre domination sur des gens par la violence. Vous êtes obligé d'utiliser d'autres moyens. Parmi ces moyens, il y a l'aliénation religieuse, imposer aux gens l'idée que leur Dieu c'est Satan et que votre Dieu est le vrai Dieu. L'aliénation religieuse qui a été magnifiquement étudiée par mon regretté honorable professeur Fabien Boussi-Boulaga dans un livre célèbre intitulé Christianisme sans fétiche, que je vous recommande. On a utilisé ça. Mais quand l'aliénation religieuse ne marche pas parce que les Africains se souviennent quand même que dans leur propre langue, on peut trouver le nom de Dieu et qu'il y a des hommes vertueux dans toutes les civilisations et que tous les temples finalement s'orientent d'une manière ou d'une autre vers le seul et même vrai Dieu, ils ont trouvé autre chose pour tenir les Africains. Vous savez quoi? Et j'en viens à ce que le FMI et la Banque mondiale utilisent pour tenir les Africains. L'arme, en dehors de la violence, en dehors de l'aliénation culturelle et spirituelle, l'arme fatale pour tenir les Africains qu'ils ont trouvée, c'est la dette. La dette négrière, la dette coloniale, la dette néocolonialiste, la dette impérialiste. Écrivez ça. Aya Sebe. C'est très sérieux ce que je suis en train de vous dire. Quand l'impérialisme occidental n'a pas pu s'imposer par la violence, quand il n'a pas pu s'imposer par l'aliénation culturelle, spirituelle, il s'impose par l'aliénation économique, l'aliénation financière et l'un des aspects les plus importants utilisé par les puissances impérialistes pour assujettir les peuples du Sud global, c'est la dette. L'histoire de la dette, telle qu'elle est pratiquée notamment par le FMI et la Banque mondiale, pour la comprendre, il faut se souvenir de l'usage qui a été fait de la dette par les puissances négrières. Et l'une des plus grandes puissances négrières qui soit, celle d'ailleurs qui n'a pas aboli le Code noir, c'est la France. L'Empire, la monarchie française, la République française se sont permis d'imposer à des pays dont les populations avaient été victimes d'esclavage organisé par la France, leur imposer de payer les propriétaires d'esclaves, d'indemniser les propriétaires d'esclaves. C'est-à-dire que la France a organisé, par exemple, et il y a un bon modèle, c'est Haïti, elle a organisé l'indemnisation du criminel par ses victimes. C'est-à-dire qu'au moment de l'abolition, au moment du retrait de la puissance négrière, colonialiste, néocolonialiste et impérialiste française des îles caribéennes et notamment de Haïti, la France impose sous peine de canonnade, de bombardement, sous peine d'assassinat total des populations locales, elle impose à l'île de Haïti de payer des indemnités aux anciens propriétaires d'esclaves. Et la République française va même organiser l'indemnisation des anciens propriétaires d'esclaves au motif que l'abolition de l'esclavage les a spoliés. Ça, c'est le principe de la dette coloniale. C'est-à-dire que des gens réduisent en esclavage et assassinent des millions, que dis-je, des dizaines de millions, des centaines de millions de personnes pendant 300 à 400 ans. D'accord? Au bout du compte,
c'est eux qu'on indemnise. On indemnise les propriétaires d'esclaves. Quand on abolit l'esclavage, on indemnise les propriétaires d'esclaves. Et quant aux victimes de l'esclavage, on les met en demeure de rembourser tout ce que le maître colon, le maître négrier, le maître esclavagiste ont réalisé. C'est-à-dire en fait que les descendants d'esclaves aux Antilles, les descendants d'esclaves à Haïti ont été condamnés à payer, à remercier la France pour les avoir réduits en esclavage. Ça frôle. Waouh! Mais est-ce qu'un être humain normal peut vivre avec une vérité aussi grave? Je veux que vous compreniez d'où vient l'esprit de la dette du FMI et de la Banque mondiale. L'esprit de ces organisations, c'est de faire payer les victimes. Wow! C'est-à-dire une dette qui a pour but de te maintenir en esclavage. Ça s'appelle la dette coloniale. Le FMI, la Banque mondiale, fonctionne sur le même principe que les puissances négrières qui ont surendetté les communautés qui ont été victimes d'esclavage. Maintenant, venons-en au mécanisme du FMI. Il faut que vous m'écoutiez. Comment le FMI et la Banque mondiale font pour assassiner des nations entières du continent africain? Il y a une première étape qui est extrêmement importante. Ces organisations financières appartiennent à des puissances qui combattent les peuples africains et empêchent les peuples africains d'installer dans les palais présidentiels des dirigeants qui servent leur peuple. Notez première étape, le sabotage des processus de désignation des dirigeants souverains. C'est une étape extrêmement importante parce que si à la tête des pays africains, il y avait essentiellement des dirigeants qui sont l'émanation des choix des peuples, ces dirigeants ne pourraient pas faire les 4 volontés de la Banque mondiale et du FMI. La dette coloniale administrée à l'Afrique ne serait point possible. Est-ce que vous comprenez? Donc, regardez ce qu'ils ont fait partout où ils l'ont pu en Afrique. Ils ont tué tous les dirigeants africains qui voulaient servir les aspirations des peuples africains. Et ils ont imposé, partout où ils l'ont pu, des dirigeants africains qui servaient les intérêts étrangers à l'Afrique, c'est-à-dire les intérêts occidentaux et moyen-orientaux. Donc la première phase, c'est la phase de la dépossession de la souveraineté. Écrivez. Vous ne pouvez pas comprendre la dette du FMI et de la Banque mondiale sans avoir clairement compris que la phase première, pour que cette dette soit possible, c'est d'abord la dépossession de souveraineté. Il faut que les pays africains soient dirigés par les ennemis de leur propre peuple pour que la dette coloniale du FMI et de la Banque mondiale prospère. Écrivez. Tilana. Je suis là pour vous expliquer. Niveau CM2, tu comprends. On commence d'abord par empêcher que ceux qui sont présidents chez nous soient des gens qui soient obligés de rendre compte à leur peuple. On fait tout pour que ceux qui sont présidents chez nous rendent d'abord compte aux Européens, aux Américains. On les rend, on fait tout pour que les palais soient occupés par les valets. Écrivez. On fait d'abord tout pour que les palais africains soient occupés par les valets. Cette formule est facile à retenir. On fait d'abord tout pour que les palais africains soient occupés par des valets. J'ai dit que c'était l'étape 1 de toutes les grandes dettes que la Banque mondiale et le FMI revendiquent en Afrique. Une fois qu'ils ont imposé des valets dans les palais, on passe à l'étape 2. On fait signer aux valets des dettes qui sont avantageuses pour les maîtres, c'est-à-dire pour le FMI et la Banque mondiale, c'est-à-dire les pays occidentaux, et qui sont désavantageuses pour les peuples. Et on fait bien comprendre aux valets, c'est-à-dire à ces dirigeants ennemis de leur propre peuple, que leur survie au pouvoir est conditionnée par leur obéissance, le doigt sur la couture, à la Banque mondiale et au FMI. Voilà comment ces dirigeants signent des deux mains toutes sortes de crédits, absurdes et stupides. J'ai même entendu un vieux dictateur, celui de mon pays natal, le Cameroun, avouer en plein Washington qu'ils avaient signé des crédits, ils avaient accepté des emprunts à des taux rédhibitoires. Ils utilisaient un gros mot pour tromper
le peuple camerounais de la campagne, le peuple camerounais qui ne parle pas le gros français. Rédhibitoire, c'est-à-dire des dettes contre nous-mêmes. Des dettes dont les conséquences sont négatives pour nous-mêmes. Biya Paul a le niveau Bac plus 5 à la base. Il a eu une licence en droit et un diplôme d'études supérieures en droit. C'est-à-dire que intellectuellement, cet homme est outillé pour comprendre que quand il prend une dette au nom du Cameroun, cette dette peut être rédhibitoire, c'est-à-dire qu'elle peut se retourner contre le Cameroun. Mais il n'a fait que faire ça et il continue. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit, si tu ne le fais pas, on va te renverser. Parce que c'est nous qui t'avons mis là. En 1987, il a dit, je suis le meilleur élève de la France. Quand Paris me dit, accepte la dette, j'accepte. J'accepte pourquoi? Parce que pour moi, faire de la politique, c'est simplement tout faire pour être président. Je ne fais pas de la politique pour que il y ait un train qui fonctionne entre les 10 capitales, les 10 régions du Cameroun. Je ne fais pas de la politique pour que la fourniture d'électricité du Cameroun soit de 150%. Je ne fais pas de la politique pour que toutes les Camerounaises et tous les Camerounais aient de l'eau potable. Non. Je ne fais pas de la politique pour que toutes les Camerounaises, tous les Camerounais aient des dispensaires, des hôpitaux d'arrondissement, de district, des hôpitaux régionaux et de grands hôpitaux nationaux. Je ne fais pas de la politique pour cela. Je fais de la politique pour être toujours président et pour plaire toujours à ceux qui m'ont imposé en assassinant les véritables serviteurs de la libération du pays, qui étaient Ouniobe, Osende Afana, Ernest Ouandier, qui était Abel Kingé, Félix Roland Moumié. Je fais de la politique pour qu'on me laisse être président à tout prix, y compris au prix de la mort lente du peuple camerounais. Vous pouvez appliquer ce raisonnement dans tous les pays africains où ces gens ont imposé par des crimes des dirigeants à leur bout. Et ça marche pareil. Donc, deuxième phase, il signe. Maintenant, intéressons-nous au contenu des crédits du FMI. Le contenu des crédits du FMI et de la Banque mondiale, il est caractérisé par un détail qui est très important, c'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est un coefficient, c'est un chiffre qui dit la quantité d'argent que tu vas ajouter sur l'argent qu'on t'a donné quand tu vas rembourser. Bien sûr, quand une banque vous prête de l'argent, et cette banque, ce sont les grandes puissances occidentales qui sont derrière, d'accord? C'est une FMI, Banque mondiale, c'est les banques de l'OTAN. Pour faire simple, c'est l'OTAN, c'est les pays de l'OTAN qui sont derrière. D'accord? La dette est une arme. Donc quand ils te donnent leur dette, ils jouent sur une chose qui s'appelle le taux d'intérêt. Définition simple du taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est un chiffre qui dit la quantité d'argent que tu vas ajouter sur l'argent qu'on t'a donné quand tu vas rembourser. Donc si on te prête par exemple, mettons 1000 francs CFA, et on dit que le taux d'intérêt est de 10%, donc quand tu vas rembourser les 1000 francs là, tu ajoutes 10% de 1000 francs, c'est-à-dire tu ajoutes 100 francs CFA dessus, et puis ça fait donc 1100 francs ce que tu ajoutes. Vous avez compris le taux d'intérêt? C'est le pourcentage que tu vas ajouter. D'abord tu rembourses le capital, et ensuite tu vas rembourser donc en quelque sorte leur taux d'intérêt, c'est-à-dire ce qu'eux ils te demandent d'ajouter, parce qu'ils t'ont quand même donné leur argent, et ils ont risqué quelque chose en te donnant leur argent. Hein? Or, qu'est-ce qui caractérise donc les taux d'intérêt du FMI et de la Banque mondiale? Vous savez ce qui caractérise ces taux d'intérêt? C'est qu'ils sont variables. Safroulaye. Ah! Wow! C'est-à-dire que s'il t'a prêté de l'argent, on est en 2026, en te disant que c'est de l'argent à 5%, il faut savoir qu'en 2027, le taux d'intérêt là, il va monter à 10%. Si tu n'as pas fini de rembourser. Il faut savoir qu'en 2028, le taux là peut monter même à 30% si tu n'as pas fini de rembourser. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus la quantité d'argent que tu dois ajouter dessus augmente. Le professeur de sciences, Léo Besséping, a dit qu'on ne peut pas ajouter l'argent sur l'argent. Moi, je vous dis que le FMI et la Banque mondiale, leur travail, c'est d'ajouter l'argent sur l'argent. C'est une anecdote célèbre. Un candidat à la pseudo-élection présidentielle du Cameroun, qui avait surtout en fait pour ambition de récupérer une dette que l'État devait lui payer, a dit que lui, il ne pouvait pas ajouter l'argent sur l'argent.
Parce que l'État lui devait déjà de l'argent et on lui demandait de payer sa caution de candidat. Il a dit que lui, il ne peut pas ajouter l'argent sur l'argent. Eh bien, moi, j'inverse. Je reprends la célèbre boutade du professeur Bessiping et je vous dis que le FMI et la Banque mondiale, leur travail, c'est d'ajouter l'argent sur l'argent. Tout le temps, l'argent sur l'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils te prêtent 1000 € en 2026 et ils te créent des problèmes pour que tu ne sois pas capable de les rembourser ça en 2027. C'est eux-mêmes qui te créent des problèmes. Ils disent, hey, les 1000 € qu'on t'a donnés là, tu ne dois pas les utiliser pour financer les hôpitaux. Tu ne dois pas les utiliser pour financer l'industrialisation de ton pays. Tu ne dois pas les utiliser pour financer la formation de tes jeunes. Tu sais pourquoi on t'empêche de faire ça? Parce que si tu fais ça, tu vas créer les conditions du remboursement rapide de la dette. On dit non. Les 1000 € qu'on t'a donnés là, ils doivent te permettre de privatiser ton secteur pétrolier, de faire que ce soit des capitaux privés qui gagnent dedans. Les 1000 € qu'on t'a donnés là, ça va te permettre de financer les anciennes dettes que tu avais contractées. Bref, ils te prêtent de l'argent, ils t'obligent à l'utiliser contre toi-même, à l'utiliser, à l'affecter à des activités qui t'empêchent d'être capable de rembourser. Résultat, tu arrives en 2027, tu n'as pas pu rembourser les 1000 €. Comme tu n'as pas pu rembourser les 1000 €, le taux d'intérêt a augmenté. En 2028, il recommence. Il te crée des problèmes. Les 1000 € sont devenus 1500 € entre-temps. En 2028, il te crée toutes sortes de problèmes. Quand tu veux utiliser les 1500, les 1000 € pour affecter pour des activités qui vont permettre de rembourser, on dit non. Attention. Si tu commences à faire comme ça, ça veut dire que tu cherches à avoir des problèmes. Tu veux un coup d'État? Tu veux une rébellion? Qu'est-ce que tu veux? On t'a dit d'affecter l'argent là, mais donne cet argent là, par exemple, oui, donne ça au développement du numérique, donne ça pour le progrès des LGBT, il faut donner ça pour les LGBT. Il faut financer les lobbies LGBT avec ça, il faut encourager. Finance. Tu dis, hey, bon, lobby LGBT, ça peut quand même attendre. J'ai un petit problème, c'est que les semences manquent. Aïe, 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 aïe. Ne finance pas les semences, tu es malade. Au contraire, finance les OGM. Donne l'argent là pour financer les OGM, la modification des semences, pour que ce soit nos firmes qui contrôlent les semences de ton pays. Allez, donne ça. Voilà comment tu te retrouves en 2028, tu dois déjà payer 2000 €. Tu vas emprunter 1000 €. Donc, écoutez-moi bien, les dettes de la Banque mondiale et du FMI, elles sont conçues de telle façon qu'elles augmentent en permanence, devenant par là même irremboursables. Et c'est ce phénomène qu'on appelle le surendettement. Énorme longueur. Wasengi boam. Ayamewa. Nyambu mamé. Ils vous prêtent de l'argent. Ils organisent des croche-pieds pour que vous ne soyez pas capable de rembourser. Pendant que vous n'êtes pas capable de rembourser, les taux d'intérêt augmentent. Pendant que les taux d'intérêt augmentent, qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour pouvoir fonctionner? Que vous reste-t-il à faire pour pouvoir fonctionner? Il n'y a que deux cas. Premier cas, vous prenez un crédit pour rembourser les crédits. Ou deuxième cas, vous donnez davantage des ressources naturelles de votre pays pour rembourser les crédits. Vous payez en nature. Donc le FMI amène plusieurs pays africains à la pendaison ou tout simplement à la mort par noyade. La pendaison, c'est quoi? Tu continues à prendre des dettes, tu prends des dettes, tu prends des dettes, tu prends des dettes, tu prends des dettes. De telle façon qu'à un moment donné, tu es tellement endetté qu'aucune dette ne te permette de payer la dette. C'est ce que j'appelle la noyade. La noyade, la mort par noyade. Tu es noyé par tes propres dettes. Ça fait donc ce qu'on appelle un pays en faillite. Et c'est la situation dans laquelle plusieurs pays africains se sont retrouvés. C'est le cas par exemple du Ghana. Ils ont une deuxième méthode. Ça, c'est pas la noyade, c'est la pendaison. Donc, là, ils te disent de donner les richesses matérielles de ton pays. De donner tes richesses. Donc, tu vas donner ton uranium, tu vas donner ton or, ton pétrole, ton cacao, ton café, tu vas donner ton bois. Cadeau. Et c'est pour ça qu'ils te demandent de payer dans la monnaie de ton pays. C'est-à-dire de leur donner suffisamment de monnaie pour qu'ils puissent acheter tout ton pays avec ta propre monnaie. Ah non, remboursez-nous en francs CFA.
Voilà comment le franc CFA disparaît des caisses de l'État, se retrouve dans les mains du FMI, et le FMI achète la forêt, le FMI achète les terres, le FMI rachète les entreprises d'État, le FMI rachète les mines, le FMI rachète tout, et il devient propriétaire du pays. L'expropriation, c'est la pendaison d'un pays. Quand un État ne possède plus ses propres terres, il ne possède plus ses propres sous-sols, un État ne possède plus ses propres réserves d'or, il est obligé de les déposer dans les coffres-forts de la Banque mondiale, c'est terminé. Voilà une colonie, une néocolonie. L'impérialisme financier occidental a gagné. Vous qui êtes là, qui n'a pas compris, je vous mets au défi, celui qui est capable de démentir une seule virgule de ce que j'ai dit, qu'il fasse une vidéo pour démentir. Je résume. Comment le FMI et la Banque mondiale assassinent-ils les pays africains? Ils les conduisent à des dettes suicidaires. Ils les conduisent à la noyade dans le crédit pour rembourser le crédit. Le crédit pour rembourser le crédit du crédit. Le crédit pour est terminé. Ils les conduisent à l'expropriation de leurs ressources naturelles qui sont données comme hypothèque. Et n'oubliez pas quel est le problème que le FMI et la Banque mondiale veulent résoudre. J'ai parlé de ce problème au début de cette conférence. Ils ont un seul problème, c'est qu'ils sont naturellement pauvres. Les pays occidentaux sont naturellement pauvres. La guerre, la ruse, le mensonge et la dette sont des outils qu'ils ont inventés pour compenser artificiellement leur pauvreté réelle. La dette est profondément raciste, la dette est profondément coloniale, la dette est une rançon, la dette est une véritable arnaque, la dette est un chantage. Et vous comprenez pourquoi? Eh bien, Thomas Sankara, entre autres choses, a trouvé la mort. Thomas Sankara parlant de la dette. Écoutez le discours du président Thomas Sankara sur la dette. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. Allons-y, monsieur Sankara. Allons-y, monsieur le président. On va l'écouter sur la dette. Thomas Sankara sur la dette, c'est pas long. Je vous prends la version en français. Ça vient. Nous estimons que la dette Écoutez. s'analyse d'abord de par ses origines. Ouais. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Très bien. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, Ouais. ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Très bien. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Namou. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. Astaghfirullah. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. Ouais. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Assassin technique. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont le paiement suffisait à créer le développement chez les autres. Safroullah. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, Ouais. recommandés. Comme Ouattara. On nous a présenté des montages financiers alléchants, Très alléchant. des dossiers. Nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre nos peuples pendant 50 ans et plus. Mais la dette, c'est sa forme actuelle. Contrôlée, dominée par l'impérialisme. Une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères, faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier
esclaves tout court, de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. Ça fout là. On nous dit de rembourser la dette. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est pas une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. Monsieur le Président, nous avons écouté et applaudi le Premier ministre de Norvège lorsqu'elle est intervenue ici même. Qu'est-ce qu'elle est venue Elle a faire là? dit, elle qui est européenne, que toute la dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Ils ne vont pas mourir. Soyons-en sûrs. Si nous ne payons pas, ils ne vont pas mourir. Si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Voilà. Si nous on paye, on meurt. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont conduits à l'endettement, ont joué comme dans un casino. Ils ont perdu. Quand ils gagnaient, il n'y avait pas de débat. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et on parle de crise. Non, Monsieur le Président, ils ont joué, ils ont perdu, c'est la règle du jeu. La vie continue. Ça fout là. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous n'avons pas de quoi payer. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous ne sommes pas responsables de la dette. Nous ne pouvons pas payer la dette parce qu'au contraire les autres nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer, c'est-à-dire la dette de sang. Eh oui. C'est notre fin qui a été versée. On parle du plan Marshall qui a refait l'Europe économique. Très bien. Mais on ne parle jamais du plan africain qui a permis à l'Europe de faire face aux hordes hitlériennes lorsque leur économie était menacée, leur stabilité était menacée. Quand c'est vrai, c'est vrai. Hein? Qui a sauvé l'Europe? C'est l'Afrique. On en parle très peu. On en parle si peu que nous ne pouvons pas, nous, être complices de ce silence ingrat. Ça fout là. Si les autres ne peuvent pas chanter nos louanges, nous avons au moins le devoir de dire que nos pères furent courageux et que nos anciens combattants ont sauvé l'Europe et finalement ont permis au monde de se débarrasser du nazisme. C'est ça. La dette, c'est aussi la conséquence des affrontements. Et lorsque l'on nous parle aujourd'hui de crise économique, on oublie de nous dire que la crise n'est pas venue de façon subite. La crise existe de tout temps. Et elle ira en s'aggravant chaque fois que les masses populaires seront de plus en plus conscientes de leurs droits face aux exploiteurs. Il y a crise aujourd'hui parce que les masses refusent que les richesses soient concentrées entre les mains de quelques individus. C'est vrai. Il y a crise parce que quelques individus déposent dans des banques à l'étranger des sommes colossales qui suffiraient à développer l'Afrique. Il y a crise parce que face à ces richesses individuelles, Sassou et consorts, les masses populaires refusent de vivre dans les ghettos, dans les bas quartiers. Il y a crise parce que les peuples partout refusent d'être dans Soweto face à Johannesburg. Il y a donc lutte et l'exacerbation de cette lutte amène les tenants du pouvoir financier à s'inquiéter. Très bien. On nous demande aujourd'hui d'être complices de la recherche d'un équilibre. Équilibre en faveur des tenants du pouvoir financier, équilibre au détriment de nos masses populaires. Non, nous ne pouvons pas être complices. Non, nous ne pouvons pas accompagner ceux qui sucent le sang extraordinaire et qui vivent la sueur de nos peuples. Nous ne pouvons pas les accompagner dans leur démarche assassine. Oui, c'est des assassins. Ce sont des assassins. Nous entendons parler de le FMI et la Banque mondiale pratiquent la finance du crime. Club de Paris, club de partout. Nous entendons parler du groupe des 5, du groupe des 7, du groupe des 10, peut-être du groupe des 100, et que sais-je encore. Il est normal
d'Addis Abeba. Nous avons le devoir aujourd'hui de créer le front uni d'Addis Abeba contre la dette. Contre la dette. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons dire aux autres, en refusant de payer la dette, nous ne venons pas dans une démarche belliqueuse. Au contraire, c'est dans une démarche fraternelle pour dire ce qui est. Du reste, les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. Mais ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Nous avons un ennemi commun. Donc, notre club parti d'Addis Abeba devra également dire aux uns et aux autres que la dette ne saurait être payée. Et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est plus que nous sommes contre la morale. Merci, Monsieur le Président. Ce célèbre discours du président Thomas Sankara à Addis Abeba se conclut par la nécessité pour les Africains de se rassembler dans ce qu'il appelle un front uni contre la dette. Un front uni contre la dette. Et le président Sankara souhaitait que ce front uni contre la dette aurait souhaité qu'il fût créé à Addis Abeba, siège à l'époque de l'Organisation de l'Unité africaine et actuellement siège de l'Union africaine. C'est la seule prévision qui malheureusement était inexacte. Si le président Sankara était vivant aujourd'hui, il serait, j'en suis convaincu, d'accord que ce n'est pas à partir d'Addis Abeba que peut se constituer le front uni contre la dette. Pourquoi? Parce que l'Union africaine est une organisation de vassaux néocolonisés. Et quand le président Sankara parlait ainsi, eh bien, la plupart des dirigeants africains qui étaient assis étaient au contraire au service de ceux qui allaient éliminer le président Sankara, c'est-à-dire au service du FMI et de la Banque mondiale. La solution à cette situation, elle consiste d'abord, premièrement, à entrer dans une immense protestation collective contre les crédits du FMI et de la Banque mondiale. Nous devons inciter nos gouvernants à ne plus avoir recours à ces crédits. Pourquoi? Parce que ce sont des crédits qui, d'une manière ou d'une autre, visent à nous maintenir sous tutelle, nous maintenir sous la domination. Premier axe. Deuxième axe, il faut mettre la pression sur ces institutions, sur les représentants de la Banque mondiale et du FMI. Parce qu'en réalité, ce sont des représentants de l'assassinat financier, monétaire et économique de l'Afrique. Ils ne sont pas moins nocifs que les institutions du franc CFA. Ils ne sont pas moins nocifs finalement que les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique qui ensanglantent notre sous-continent. Voilà pourquoi il faut appeler au démantèlement et au retour total du FMI et de la Banque mondiale, eh bien, à leur siège aux États-Unis. Que tous aillent là-bas. Nous avons tous intérêt à appeler à leur départ de toutes les capitales africaines, comme ont été délogées au Mali, au Burkina Faso et au Niger, eh bien, les missions des Nations Unies, qui étaient implicitement en complicité avec les organisations terroristes et les puissances néocolonialistes et impérialistes occidentales. Le mécanisme utilisé par le peuple malien pour se débarrasser de la MINUSMA est le même qui devra être utilisé pour se débarrasser du FMI et de la Banque mondiale. Et toute l'Afrique a intérêt à aller vers l'autonomie financière. Voilà pourquoi il faut saluer la création ici au Sahel de la banque d'investissement du Sahel. Cette banque d'investissement a précisément vocation de mettre fin à la dépendance des États, de l'Alliance des États du Sahel, envers le FMI et la Banque mondiale. Partout doivent naître des banques d'investissement. Et vous savez que le corollaire de tout ceci, ce sera de marcher à pas de géant, de marcher à pas forcé, à pas courageux, certes lucide, prudent, mais de marcher vers l'indépendance monétaire. Si le Fonds monétaire international fonctionne et peut encore assassiner plusieurs économies africaines, c'est en bonne partie parce que l'Afrique est sous la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA. Il est donc extrêmement important de briser ces monnaies impérialistes, ces monnaies coloniales et néocoloniales, et affirmer des monnaies souveraines, des monnaies indépendantes, permettant aux Africains d'être les maîtres de leur propre insertion dans
eh bien, l'économie mondiale. Nous devons déraciner le FMI et la Banque mondiale dans la dépendance de nos gouvernements envers leur financement, dans la présence de leurs représentants dans nos capitales. Ils doivent partir, qu'ils aillent prêter leur argent, par exemple, aux pays occidentaux qui sont en faillite. Et nous devons très clairement, partout à travers l'Afrique, créer des banques nationales et régionales d'investissement et devenir les maîtres entiers de la transformation et de la valorisation de nos ressources. C'est ce que je voulais très clairement affirmer en vous présentant le mécanisme criminel du FMI et de la Banque mondiale. J'espère que celles et ceux qui suivent cette conférence ont compris comment le FMI et la Banque mondiale assassinent les économies africaines et auront compris par la conclusion que je viens de donner en m'appuyant sur le visionnaire président Thomas Sankara, la nécessité que nous avons de nous unir contre la dette coloniale. Un, pour la récuser, parce que les réparations qui sont dues à l'Afrique sont supérieures à cette nullissime dette coloniale. Deux, pour pouvoir par nous-mêmes, eh bien, organiser l'investissement financier, l'investissement industriel dans le continent africain. Et puis pour nous débarrasser, eh bien, de ces tuteurs économiques et financiers qui sont en réalité des censures. Des censures. Qui sont en réalité Dernier sujet de cette conversation, il est 21h27 à Bamako, en terre africaine bénie du Mali. Les services secrets russes, les renseignements russes viennent de jeter un nouveau pavé dans la mare. C'est une véritable bombe médiatico-politique que le KGB, le FSB, les services secrets russes viennent de jeter dans la mare. Je lis ici une dépêche de Elena Teslova sur le média turc, eh bien, Anadolu. Et il est intitulé, cette dépêche, pardon, est intitulée « Les renseignements russes accusent Emmanuel Macron d'avoir autorisé des opérations contre des dirigeants africains. » Le service de renseignement extérieur affirme que l'administration française cherche un retour politique sur le continent après des pertes entre guillemets. C'est une dépêche publiée depuis Moscou par Elena Teslova. Le service russe de renseignement extérieur, le SVR, a accusé lundi, c'est-à-dire aujourd'hui, le président français Emmanuel Macron d'avoir autorisé les opérations de renseignement visant à éliminer ce qu'il qualifie de dirigeants indésirables en Afrique. Dans un communiqué, le SVR affirme que l'administration Macron chercherait frénétiquement à opérer un retour politique sur le continent africain où la France a subi ces dernières années d'importantes pertes entre guillemets. Ces revers seraient liés, selon le service russe, à, citation, l'arrivée au pouvoir dans plusieurs anciennes colonies françaises d'Afrique de forces patriotiques qui placent les intérêts des peuples au premier plan et refusent de servir de marionnettes à l'oligarchie financière et politique des mondialistes français. Fin de citation. Citation encore du service de renseignement extérieur russe. Qu'il s'inspire de l'opération américaine visant à capturer le président vénézuélien Nicolás Maduro ou qu'il s'imagine en arbitre du destin des nations africaines, Macron a autorisé ses services de renseignement à lancer un plan d'élimination des dirigeants indésirables en Afrique. Fin de citation, affirme le SVR. Le service russe soutient par ailleurs que, citation, l'implication de la France dans la tentative de coup d'État au Burkina Faso le 3 janvier de cette année a déjà été établie. Fin de citation. Selon le SVR, ce complot aurait notamment inclus un projet d'assassinat du président burkinabé Ibrahim Traoré, présenté comme, citation, l'un des leaders de la lutte contre le néocolonialisme. Fin de citation. Paris aurait espéré
d'après ces accusations, que de telles actions permettraient l'arrivée au pouvoir de forces pro-françaises à Ouagadougou et l'affaiblissement des mouvements politiques africains favorables à la souveraineté et à l'idéologie panafricaniste. Malgré ce que le SVR décrit comme un échec au Burkina Faso, la France aurait, selon lui, déplacé son action vers la déstabilisation de pays indésirables dans la région sahélo-saharienne. Ces opérations seraient menées avec, citation, l'aide de groupes terroristes locaux et bien entendu du régime ukrainien qui fournirait des drones et des instructeurs aux combattants. Fin de citation, affirme le service russe. Citation encore, le principal coup de cette bande est dirigé contre le Mali. Fin de citation, poursuit le communiqué, évoquant des attaques contre des convois de carburant, des tentatives de blocus de villes et des actes terroristes visant des civils. Ces actions viseraient, selon le SVR, à créer les conditions du renversement du président Assimi Goïta. Le service russe accuse également la France de manœuvres similaires en République centrafricaine. Autre cible présumée, Madagascar, où de nouvelles autorités arrivées au pouvoir en octobre 2025 auraient choisi de développer leurs relations avec les BRICS. Paris chercherait, selon le SVR, à renverser le président malgache Michael Randrianirina et à rétablir un régime loyal. La France est passée au soutien direct de terroristes de toutes obédiences, devenus ses principaux alliés sur le continent africain, accuse encore le SVR. Le communiqué conclut que, citation, la faillite politique de la ligne de Macron est d'autant plus évidente qu'il ne parvient pas à débarrasser la France de son image de métropole parasitaire qui pille ses anciennes colonies et entrave leur développement. Fin de citation. Voilà le résumé de la dépêche des services secrets russes qui a été publié dans la presse russe d'abord et dans la presse internationale ensuite. Quelles sont nos observations? Premièrement, je voudrais demander aux milliers de personnes qui sont rassemblées dans cette émission, vous êtes près de 40 000 au total, à suivre en direct cette émission. Je voudrais vous demander si les services russes nous ont appris quelque chose que nous ne savions pas. Est-ce que les conférences précédentes de votre serviteur n'avaient pas largement établi tout ce que les services russes viennent de révéler? Commençons par dire, les services russes se sont contentés de nous résumer ce que nous savions déjà. Les services russes se sont contentés de nous résumer ce que nous savions déjà. N'est-ce pas? Qu'est-ce que nous savions déjà? Mais en 600 ans d'expérience de traite négrière, de barbarie coloniale et de barbarie néocoloniale et impériale, nous savons le rôle que la plupart des grandes puissances occidentales ont joué dans le malheur africain. Ce n'est pas nouveau. Deuxièmement, pour en venir à la France, mais nous savons que du XXe siècle au début du XXIe siècle dans lequel nous sommes encore, en tout cas au premier quart du XXIe siècle dans lequel nous sommes encore, les services français ont organisé plus de 100 coups d'État, rébellions, guerres civiles en Afrique, afin d'imposer les intérêts français contre les intérêts des peuples africains. Ça, nous le savons. Ça, c'est un document scientifique qu'on trouve dans les sites de recherche en sciences politiques françaises. Si vous tapez à tout hasard sur Internet les coups d'État, vous tapez comme ça sur Google, les coups d'État organisés de la France en Afrique, vous trouvez des milliers de documents. Vous trouvez des milliers de documents qui témoignent des coups d'État qui ont été organisés directement par la France contre les dirigeants africains qui revendiquaient les intérêts souverains de leur peuple contre les intérêts colonialistes et néocolonialistes français. Quand vous lisez l'histoire du Togo, vous savez pourquoi Sylvanus Olympio a été tué. Quand vous lisez l'histoire du Congo, vous savez pourquoi Marien Gwabi a été tué. Quand vous lisez l'histoire du Cameroun, vous savez pourquoi Ruben Oumniobe, Osende Afana, Félix Moumien ont été tués. C'est les services français. Vous savez que derrière l'assassinat de Sankara, les services français
ont agi. Vous savez que ce sont les services français qui ont assassiné, aux côtés des services américains et britanniques, Muammar el-Kadhafi. On n'a même pas besoin de chercher pour se convaincre de l'évidence que l'assassinat de dirigeants africains est une variable d'ajustement récurrente de la politique africaine de la France. Le sang des dirigeants africains dégouline sur les mains des dirigeants français. Souvenez-vous des interventions des mercenaires français à Djibouti. Et aux Comores, souvenez-vous des œuvres de celui qu'on a appelé l'affreux, Bob Denard, qui a même attaqué le Bénin sous Mathieu Kérékou. Souvenez-vous de toutes les œuvres des barbouzes français sur toute l'étendue du continent africain jusqu'en 2026. Mais quelle est l'armée européenne qui s'est permise de bombarder une armée africaine pour sauver un valet de la France-Afrique? Quelle est l'armée occidentale qui s'est permise en cette année, en fin d'année 2025, de bombarder une armée africaine pour sauver un valet de la France-Afrique? Quelle est cette armée? Mais c'est l'armée française. Elle a bombardé l'armée béninoise au mois de décembre 2025, à Cotonou, aux yeux de tout le monde, pour imposer un valet de la France-Afrique, Patrice Talon. Donc, sa manière inimitable de s'asseoir, elle ne l'a jamais changé. Assassiner des Africains pour imposer ses intérêts colonialistes et néocolonialistes, c'est quelque chose que la France politique a régulièrement fait. D'ailleurs, cela s'appelle dans la terminologie politique française les opérations homo. Les opérations homo. Les opérations homo. C'est quoi les opérations homo? Je vous lis un article de Le Monde. Homo pour homicide, prévient le journaliste Vincent Nouzy. Il s'agit d'opérations spéciales qui visent à éliminer tout individu jugé dangereux pour la sécurité de la France. À première vue, l'État étant le détenteur du monopole de la violence légitime, l'idée qu'il puisse s'appuyer sur des services secrets pour se protéger n'est pas nouvelle. L'enquête de Vincent Nouzy s'étend ainsi du début de la 5e République en 1958 au mandat en cours de François Hollande. Mais ce qui est innovant dans son investigation, ce sont les révélations sur le groupe Alpha, la cellule la plus secrète de tous les services. Cette cellule a agi au Balkan, en Afghanistan, en Libye, au Mali. Ses agents sont en première ligne. Et il paraît que M. Hollande garderait toujours près de lui la liste des individus à tuer au nom de la France. Des assassinats. Juste François Hollande a écrit un livre qui a été intitulé « Un président ne devrait pas dire ça ». Et dans ce livre, il avoue qu'il continuait à donner la liste des gens qu'on doit tuer de la mort au rat. Dans le verre de Ricard du président Félix Moumié, qui en est mort après d'atroces douleurs dans un hôpital de Genève en 1960. Et Bestel a vécu et est mort de sa belle mort sans avoir été jugé pour l'assassinat du président Moumié. Pourquoi? Parce qu'il a commis cet assassinat sur ordre de Gaulle et de Foccart, sur ordre des renseignements français. Donc en fait, ce que la Russie nous donne comme information n'est que la confirmation de la politique criminelle de la France-Afrique. Lisez le livre de François-Xavier Verschave, qui est ici le classique incontournable dans cette affaire. Lisez Thomas Deltombe, Théophile Tatitsa, Manuel Domergue, Cameroun, une guerre cachée. Ce sont des livres dans lesquels est documentée cette haute criminalité. Regardez ce que Sarkozy a fait en Libye. Sarkozy a assassiné Kadhafi après lui avoir volé de l'argent, après lui avoir estorqué de l'argent public libyen. Sarkozy est vivant à Paris. Donc, ma première réaction est de dire, mais nous n'apprenons rien de nouveau sur la haute criminalité de l'élite politique française. Et cette haute criminalité est la réponse récurrente que l'élite politique française a trouvée au problème de la rareté des matières premières. Regardez la montée en haine que cette élite est en train d'organiser contre le Niger. Tout le monde sait pourquoi on veut tuer le président Abdourahmane Tiani. C'est parce qu'il a refusé de continuer à laisser piller l'uranium de son pays par la France. C'est aussi simple que cela. Il y a des Africains qui rasent les murs sur cette terre pour dire cette vérité élémentaire. Ils vont vous dire cette vérité à travers des phrases
qui sont des manifestes et même des monuments à la trahison. Il semble qu'il y ait des difficultés rédhibitoires au niveau des revendications fondamentales de l'État nigérien et des aspirations du groupe multinational Orano. Et on peut ici prévoir qu'il y ait quand même plusieurs points conflictuels en rapport avec les engagements contractuels et les perspectives géopolitiques qui viennent. Vous connaissez ces experts-là, non? Des minables. Des gens que l'Afrique a envoyés à l'école pour rien. Leurs parents les ont envoyés à l'école pour rien, ça ne sert à rien. Expliquez aux Africains les choses calmement et simplement. Pourquoi on en veut au Niger? Pourquoi on a bombardé l'aéroport président Hamani Diori de Niamey? Parce que le Niger a refusé d'accepter que la multinationale Orano continue à voler son uranium. Voilà une explication que tout le monde comprend. On comprend ça à Paris, on comprend ça à Niamey, on comprend ça partout. Ne faites pas de longues phrases. Ne faites pas de longues phrases pour ça. Le fait est là, on sait pourquoi le Sahel est harcelé. Les pays qui ne sont pas harcelés sont dirigés par des hommes qui ont cédé. Ou des hommes qu'on est en train de faire céder. Les pays qui ne sont pas harcelés sont dirigés par des hommes qui ont cédé, des hommes ou des hommes qu'on est en train de faire céder, qui sont en train de céder. Donc on sait très bien. Alors, donc, moi, ça fait plusieurs années que j'ai toujours attiré l'attention sur le fait que l'élimination des leaders de l'Alliance des États du Sahel était le programme central du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental. J'ai plusieurs fois attiré l'attention des dirigeants sahéliens sur l'importance de maîtriser la technologie des drones. Car pour ma part, quand j'ai analysé les méthodes utilisées par les Occidentaux pour éliminer les dirigeants africains, pour éliminer les dirigeants du Sud global ces dernières années, je me suis rendu compte que, à défaut de produire un assassinat à l'intérieur de leur cercle rapproché, comme par exemple l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, ou l'assassinat de Marien Gouabi, ou l'assassinat de Thomas Sankara, à défaut de faire assassiner les leaders africains par leurs proches, qu'est-ce qu'on cherche? On essaie de voir si, lorsqu'ils se déplacent hors de leur dispositif traditionnel, on peut les empoisonner ou les atteindre. Mais aujourd'hui, la méthode la plus spectaculaire qui est utilisée, c'est des méthodes qui combinent les moyens technologiques, et notamment des méthodes qui ont pour but d'agir sur les moyens de transport. Il faut faire attention à ne pas acheter des aéronefs auprès des puissances impérialistes et à y transporter des dirigeants panafricanistes, des dirigeants révolutionnaires. Si vous achetez par exemple des aéronefs auprès des puissances de l'OTAN, sachez qu'une puissance de l'OTAN qui vous vend un aéronef, elle possède toujours une variable de télécommande sur cet aéronef. Cette puissance possède toujours une capacité numérique de débrancher l'aéronef. C'est-à-dire que quand vous achetez un aéronef, je ne sais pas, vous achetez un avion américain, un avion français, un avion britannique, sachez que les Français, les Britanniques, là, les Italiens, ils gardent la possibilité de commander votre avion. Non, il suffit par exemple qu'ils paralysent toutes les fonctions électroniques de votre avion. Quand vous êtes dans le ciel, vous crachez. J'ai toujours pensé, mais je n'ai pas de preuves suffisantes, que l'avion du président iranien, le précédent président iranien avant M. Pezeshkian, qui a trouvé la mort dans les montagnes, et où on dit dans la boîte noire, le pilote dit, je n'ai plus du tout le moindre instrument de commande qui est opérationnel. Moi, je suis convaincu que l'avion du président iranien là, a été débranché par les Occidentaux, par les criminels occidentaux. Comment le pilote d'un avion qui transporte le chef de l'État, un personnage d'une telle importance, en tout cas le président de la République, comment un avion de cette nature peut se retrouver dans une panne technique telle que le pilote puisse dire dans la boîte noire, dernier message, aucun des instruments de pilotage de l'avion ne fonctionne. C'est le sabotage. Ils vous vendent un avion et puis ils le sabotent. Dès qu'ils savent que vous avez monté dedans, ils le sabotent. Ils n'ont même plus besoin de tirer un missile sur l'avion, ils le débranchent. Ils le débranchent informatiquement. Vos commandes ne marchent plus. Vous appuyez comme ça, vous appuyez sur le manche pour que l'avion aille à gauche, l'avion pique vers le bas.
Il y a ça qu'ils sont prêts à utiliser et il y a la technologie de drone de combat. Ils voient évoluer un cortège et ça, je l'ai vu quand j'ai étudié la manière dont ils ont assassiné le général iranien Soleimani. Le général Soleimani était en visite en Irak. Ils ont envoyé un drone sur lui. Ils ont envoyé un drone avec une munition qui a été larguée sur sa voiture. Il est mort. Au sol, le général Soleimani était protégé. Mais les gens n'avaient pas prévu qu'on peut envoyer un drone. Voilà comment le général Soleimani, l'un des plus grands cerveaux de l'armée iranienne, a trouvé la mort en Irak. Donc on est aujourd'hui dans une phase où ils envoient des groupes de mercenaires pour des attentats. Quand ça ne marche pas, ils essayent d'infiltrer les équipes de proximité pour des assassinats de proximité. Quand ça ne marche pas, ils essayent de mobiliser des moyens technologiques. Et je parle beaucoup des drones, je parle beaucoup des aéronefs. Il faut faire très attention à ne pas monter dans des aéronefs pour lesquels ces gens-là ont des commandes techniques. Ils vont vous débrancher. Donc aujourd'hui, les révélations des services secrets russes viennent simplement confirmer, et ça c'est ma troisième remarque, ce que nous a dit le président Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger. Quand il est intervenu, qu'est-ce qu'il nous a dit? Ceux qui n'ont pas pris au sérieux les propos du président Tchani. Qu'est-ce que le président Tchani nous a dit quand il est intervenu? Il nous a dit qui est responsable de sponsoriser les groupes terroristes au Sahel. Et vous vous rendez compte que les révélations des services secrets russes viennent corroborer l'accusation du président Abdourahmane Tchani. Que nous a-t-il dit? Mais qui est coupable qui sponsorise les groupes terroristes qui ont attaqué l'aéroport? Eh bien, président Hamani Diori, eh bien, de Niamey. Redonnons la parole au président Tchani. Et dites-moi si on peut prendre en défaut la parole du président Tchani après avoir eu la confirmation des services russes. Qui a attaqué? Le président Tchani est très clair, il n'a pas parlé la langue de bois. Il nous dit qui a attaqué. Je remonte le fil pour retrouver la déclaration in extenso du chef de l'État nigérien, qui n'a pas fait dans la dentelle, il n'a pas... Hein? Monsieur le Président, qui a attaqué le Niger? Parce que vraiment, si c'est pas clair pour tout le monde, bon, alors, là, qui a attaqué le Niger? C'est important qu'ils nous le redisent et qu'on compare ce qu'il dit à ce que les services de renseignement, eh bien, viennent de dire. Voilà. Qui a attaqué? Excusez-moi, il faut que je retrouve simplement le bon extrait. Le bon extrait où le président Tchani parle, qui est un extrait d'une pédagogie absolue. Alors, hop, excusez-moi. Ça vient. On y est presque. On y est presque. Voilà. Hop, voilà. S'il vous plaît. Voilà. Je suis sur la bonne vidéo, je l'espère, oui. Très bien. Avec un peu de chance, on va entendre. Non mais... Écoutez, hein, oui, écoutez. Rappelons aux sponsors de ces mercenaires, oui, notamment Emmanuel Macron, voilà, le premier, Patrice Talon, oui, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés, aboyés, voilà, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter réjouir. Qui peut prendre à la légère les propos du président Abdourahmane Tchani après avoir lu les révélations des services de renseignement russes? Quel est le premier dirigeant cité comme sponsor
des groupes terroristes qui attaquent l'Alliance des États du Sahel, qui attaquent le Niger. C'est le président français. Et les services de renseignement russes nous publient une note reprenant point par point les éléments fondamentaux de la politique criminelle néocolonialiste de la France en Afrique. Qu'est-ce que nous avons appris de cette note? Tout ce que nous pouvons dire que nous avons appris de cette note, c'est que le néocolonialisme français n'a pas cessé. Il n'a pas pris fin. On nous a raconté un peu partout que la France-Afrique était décédée. Ce n'est pas vrai. On a vraiment affaire ici, pour utiliser la métaphore de notre ouvrage, à un empire qui ne veut pas mourir, la France-Afrique. Le néocolonialisme change simplement de fusil d'épaule, mais il est déterminé à aller jusqu'au bout de sa tentative de recoloniser le continent. La note de renseignement russe montre l'acharnement contre l'Afrique. Et il y a un ennemi juré que le régime du président Macron, eh bien, s'est donné, ce sont les panafricanistes. Que ce soit les leaders politiques, que ce soit les activistes, que ce soit les militants, que ce soit les intellectuels. Dès qu'on est panafricaniste, on est dans la liste rouge de Macron. Votre serviteur s'est retrouvé contre sa volonté dans la liste rouge de Macron. Uniquement parce que je n'appelle pas l'Afrique à dominer la France, mais je dis qu'il faut mettre fin à l'occupation militaire du sol africain par les troupes françaises, occidentales en général. Je dis qu'il faut mettre fin à la monnaie néocoloniale du franc CFA, parce que cette monnaie c'est du vol. J'ai expliqué comment. Je dis qu'il faut mettre fin à l'immixtion des dirigeants étrangers dans la désignation des dirigeants africains. Et je dis qu'il faut laisser les Africains s'inspirer de leur propre civilisation pour construire leurs institutions sociales, économiques et politiques. Voilà pourquoi nous avons créé l'Institut de l'Afrique des libertés. Et voilà comment votre serviteur s'est retrouvé inscrit par le président Macron et son gouvernement dans la liste rouge. Ils nous ont décrété ennemis de la France, alors que nous sommes simplement des amis de la vérité, de la justice, de la solidarité, de la vraie fraternité humaine. Oui! Alors même que j'étais encore professeur de l'enseignement public français, Macron m'a fait fichier S. Au point que quand je sors de France, je subis systématiquement des tracasseries policières à la police des frontières, comme quand j'y rentre. Il y a toujours un contrôle spécial pour moi. Pourquoi? Uniquement parce que je défends des idées qui affirment la nécessité de la souveraineté africaine. On appelle ça idée anti-française. Comme si on ne pouvait pas imaginer une France souveraine de son côté et une Afrique souveraine de l'autre. Donc, pour ma part, les révélations des services russes confirment simplement qu'il n'y a même pas dans l'élite politique française actuelle au pouvoir l'intention de mettre fin au néocolonialisme. Que pour faire face à leur absence de budget, pour faire face au trou de leur budget, pour faire face à la dette publique française de plus de 3 000 milliards d'euros qui caracole, pour faire face au déclin français, l'essentiel de la classe politique de gouvernement en France continue à songer qu'il faut tuer des Africains pour leur voler leurs richesses. Voilà les faits qui sont confirmés par cette dépêche. Mais aucun de ces faits n'est nouveau. Cette manière inimitable de s'asseoir du néocolonialisme et du colonialisme français nous est connue, à moins que nous soyons hypocrites et lâches, comme le sont malheureusement certaines Africaines et Africains qui ne veulent pas reconnaître la véracité de ce qu'a dit un autre président français. Vous connaissez ce président-là, je ne peux pas me priver du plaisir de lui donner la parole quand je parle d'un sujet concernant le néocolonialisme français. Il a été élu 2 fois par les Français présidents de la France. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Oui. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de
bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, c'est exactement ce que je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions. C'est exactement ce que je dis. Avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Voilà. Jacques Chirac dit ça. Que l'essentiel de l'argent qu'on a en France vient de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique et qu'il faut rendre aux Africains ce qu'on leur a pris si on ne veut pas qu'il y ait des convulsions. Chirac, il est mort sans avoir été fiché S. Moi, pour avoir dit la même chose que Chirac, ils m'ont fiché S. Ils me harcèlent depuis plus de 5 ans. Et il y a des imbéciles qui se promènent sur les réseaux sociaux pour dire comment tu crois que tu peux critiquer la France et la France te laisse tranquille. Tous ces blancs-là qui critiquent la France, quand Sarkozy dit que l'Europe est sauvage, quand Chirac, qui a été 2 fois président de la France, dit que l'argent qu'on a en France vient de l'exploitation de l'Afrique, pourquoi on ne les fiche pas S, si ce n'est pas du racisme, si ce n'est pas une justice à tête chercheuse? Est-ce que je suis le premier à avoir dit ça? Est-ce que nous, les Africains, là, nous sommes les seuls? Est-ce qu'il n'y a que les Noirs d'Afrique, là, qui disent à la France son fait? Il y a des Blancs Français qui le disent. François Xavier Verschave, c'est pas un Camerounais de naissance. C'est pas un Noir d'Afrique. Il a écrit La France-Afrique, le plus long scandale de la République française. Ils ne veulent pas. Il y a une surdité et c'est pour ça que seul le combat politique peut mettre fin à ce système. Ils n'écoutent pas les arguments. Ils ne veulent pas y réfléchir quand il en vient. Quand il est question de l'Afrique, l'élite politique française arrête de réfléchir. Elle va de colère en colère. L'illustration parfaite, c'est l'histoire du soi-disant vol de l'uranium par le Niger. Mais comment des gens qui sont intellectuellement bien constitués peuvent accuser un État d'avoir volé son propre minerai? En sachant très bien que l'État français a exploité frauduleusement, criminellement ce minerai, a produit un écocide sur le sol nigérien. Et quand on dit cela, ils font des colères, ils font des fichages, ils font des listes de gens qu'ils doivent tuer. Et ils croient que l'Afrique du XXe siècle, où ils tuaient les Africains sans conséquences immédiates, existe encore. Mais cette Afrique n'existe plus. L'Afrique du XXe siècle, du XIXe, du XVIIIe, l'Afrique du XVIIe et du XVIe, où vous tuâtes sans conséquences des Africains, n'existe plus. Comme l'a dit le Premier ministre du Mali, désormais chaque balle tirée contre un Africain, elle vous reviendra. Les Africains ont décidé de ne plus se contenter d'être les victimes de l'histoire. C'est la décision des Sahéliens. C'est pour ça que le président Tiani a dit: vous nous aboyez dessus, vous allez nous entendre rugir. Parce qu'on a bien compris que la pédagogie, les explications, la recherche d'un terrain d'entente, la discussion fraternelle, pour vous, ne sont en réalité que des pertes de temps. En attendant vos coups tordus. Les Africains ont compris. Et c'est là que je dis souvent aux gens, ce dont vous ne vous rendez pas compte, c'est que la seule et dernière chance de la France en Afrique, c'est le fait que même quand les Africains ont déclassé la langue française, qui n'est plus une langue officielle et qu'elle devient une langue de travail, la seule chance pour la France en Afrique, c'est le fait que les Africains continuent encore à parler français. Et si vous continuez, vous dirigeants néocolonialistes français, à vous enfoncer dans cette méchanceté, dans cette duplicité, à vous enfoncer dans ces crimes contre les Africains, vous allez même les pousser à vomir la langue française. C'est-à-dire à vous enlever la seule chance que vous avez de voir votre culture vivre ailleurs dans le monde qu'en métropole. Donc je conclus cette émission en bassa bantou et un peu en anglais. Abon ba Africa. Mais barmen kalbena. Les makuma maye munun konsi. Parce que les FMI ni Banque mondiale maye makuma whip. Ibor baba bor lenen duwile ini ikere bilongbi Africa. Babi pohol ba enel banjo ba enel ba manola.
Babi bon give long bi Africa. Ni bon le ba enel. Ba tila bi karbe be ni bo. E nip mo ni mi Africa. Mumbu ni nano. Nyang babi yong mapil. Babi mapil indi mingo imbon bi Africa. Mapil mama nola. Le ba le yong pil ou. Ou ye sa pil ou la be sa wo. Ou tem yong pil umpe. Ou bon le ou sa pil. Ou yon ki pil ou pe sa pil bon ou le ou sa ne pil. Mwen mangwele we. Baha we mok ma pil. Afrika yo so ye job mok ma pil. Long ki bo Cameroon. Iye wo ma pil. Ba enel ba beba ba yengi Cameroon ki bi apol ni bor ba whip ba bangula nye. Ba ye nol Cameroon yo so. Ba ye nol Afrika yo so ni pil. I FMI ni Banque Mondiale. John, in soblale baba enel wa so ba ko. In soblale emble ngenel kene Burkina Faso ba be man sivele Sankara ave norle di la mabesa ma pilmana ñu le borbana ab kena bes I kerem kom I borbana ba mo job Afrika ba nol bes lo bi noa bebe kay I borbana ba mo ba yira nano bangi o bi pek in nol ba enel bes ngara ba enel be man nebe be le ba lo ba nip lingwang li Afrika joli so ñu yap jamli yu ne bali ba men porol le jamli pulasi so sondap ma hop I Russia e anlen kong si wasole ba ene ba pulasi ngenen ken pulasi ba sebele Macron gwendi periera il anol ba ene ba Afrika ba banka le pulasi inni habeki imbara habeki lingwang li Afrika yanga ndi men kale bi pon ba Afrika ba yikar ba niga kakar ba tilgak bekar l'enbeng ringile pulasi baye buru manola pulasi bon wab nol umyobe bon wab nol mumie bon wab nol sende afana bon wab nol lumumba Patrice pulasi bon wab nol Boganda ba nol Marien Ngouabi bon wab nol Steve Biko boni bon wab nol Kadhafi bon wab nol Sankara ndir ñu le burba ba be bangwe burba long yap inore jong hana no Mauritania da nebe beto to hini si to hi le muralo akalbis yom de la mabon Afrika sang imbu nano iye sang enyu enel long yes iye sang enyu karal kunda yes. So thank you very much. I just said two things in this broadcasting today, dear fellows. The first thing I said is that the IMF and the World Bank are two thieves organizations. The first thing they do is that by colonial power, by force, they put on oath in all African countries. They are puppets. And the second thing is that when they have puppets at the head of African countries, then they can make some agreements against African vital interests, sovereign interests. And that is how Africa enters in debt, permanent debt. Africa is so indebted that many African countries need some debt to pay their debt. And if you use debt to pay debt, then you use debt to pay debt, and so on, then you are absolutely hanged. You are hanged by the debt. Africa is hanged by the debt. As President Sankara told us, we have no need to pay this debt back because, in fact, they have never paid for slavery. They have never paid for colonization. They have never paid for imperialism. All those tragedies, genocides, all those wars, exterminations that Africa has known, they have never paid for that. Why do we continue paying this colonial debt? That is why we have to put an end to IMF and World Bank debt in Africa. And we have to call all the responsibles of the World Bank and of the IMF to go back to their countries with their criminal debt. We need it no more, because we know we are the richest nations God has built in this world. The second subject of this broadcasting was a new revelation of the Russian secret services
about the plan of President Macron to kill all the Pan-Africanist leaders who are fighting against French neocolonialism, and in particular his plot to kill the Sahelian leaders like President Chani in Niger, Ibrahim Traoré in Burkina Faso, or President Assimi Goïta here in Mali, Bamako. For sure, this is not new at all for he or she who knows the African history. For many centuries now, French racism and colonialism has killed many African leaders. So they killed Umnyobe Mumie Felix Osende Afana. They killed Sylvanus Olympio. So they killed Thomas Sankara. So they killed Marian Gwabi. So they killed Patrice Lumumba. So they killed Barthélemy Boganda. Many of our wonderful leaders have been killed by French Secret Service. This is not new. But what is very important is that in this particular era of truth, justice and solidarity for Africa, it will no more be easy for French services to kill without consequence. They will no more be able to kill Africans without consequence. And that is the deep meaning of President Tiani's word on the tarmac of the Niamey airport. He said, "You have been following us like dogs, crying like dogs in our backs. Wait for us. We are coming like lions, and we will never more give you the opportunity to kill us for nothing and to take us for granted." We Africans of these generations living now in Africa, we say do or die. We shall be free, or we shall be free. And that is why the Burkina Faso's motto says, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Fatherland or death, we shall win. We shall win because it is for us the time of the end of any kind of subjugation under any neo-colonialist, imperialist and racist power. The decision concerns us like individuals, and the decision is concerning us now like political powers, like political alliance in the Sahelian State Alliance, which is the blessed barrier of Africa against Western hegemony, Western terrorism, Western criminality. Thank you very much. This is the message in 3 languages. I hope you got it. Voilà mes chers amis, le message en 3 langues. J'espère que vous l'avez reçu 5 sur 5. Et je vous remercie d'avoir pensé à partager massivement ce programme. Notre conviction est toute simple. C'est que c'est l'unité combattante des Africains qui parachèvera la liberté de l'Afrique. Et que l'Alliance des États du Sahel est la grande école. Quand l'Alliance des peuples d'Afrique centrale se lèvera, notre indépendance, à travers les 2 poumons ouest-africains de l'AES et centrafricains de l'APAC, notre indépendance sera encore plus réversible, plus irréversible. Et la beauté légendaire, immémoriale, la grandeur de l'Afrique sera. Chaque chose a son temps.